Bonjour, bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble un autre petit mystère d'Agatha Christie. L'histoire s'intitule Une chanson pour six pence. Sir Édouard Palliser, avocat à la cour, habitait au 9e du Close Queen Anne. Le Close Queen Anne est une impasse située au cœur de Westminster qui a su conserver en plein XXe siècle une atmosphère de paix d'une époque révolue. Sir Édouard Palliser en était fort satisfait. Sir Édouard avait connu la gloire comme avocat d'assises. Il ne plaidait plus depuis longtemps, mais consacrait ses loisirs à contempler une très belle bibliothèque de criminalistique. Il était également l'auteur d'un volume traitant de causes célèbres. Ce soir-là, assis devant son feu, il buvait du café et lisait en hochant la tête un ouvrage de Lombroso. Des théories ingénieuses, certes, mais bien démodées. La porte s'ouvrit presque sans bruit, livrant passage au valet de chambre. « Une jeune dame désire vous voir, monsieur, » dit-il à voix basse. « Une jeune dame ?» Voilà qui était surprenant. Sa nièce est-elle, peut-être? Non. Armour l'aurait précisé. « Elle ne vous a pas donné son nom ?» demanda l'avocat. « Non, monsieur. Elle m'a assuré que monsieur la recevrait. »« Faites-la entrer. » Une grande jeune femme brune d'une trentaine d'années s'approcha, la main tendue. Elle portait un costume noir bien coupé et un petit chapeau, noir également. Armour se retira et referma la porte. « Sir Édouard, vous ne me reconnaissez pas? Je suis Magdalen Vaughan. »« Oh, mais comment donc ?» Il saisit la main offerte et la serra avec chaleur. Il se souvenait d'elle à présent, le retour d'Amérique sur le Silurique. Cette charmante enfant à laquelle il avait fait une cour discrète. Elle était si adorablement jeune, si vivante. Et cette admiration qu'elle lui montrait, si propre à captiver le cœur d'un homme près de 60 ans. À ce souvenir, il étreignit plus chaudement les doigts de la visiteuse. « C'est charmant à vous d'être venu. Asseyez-vous. » Il lui avança un fauteuil, parla avec aisance et volubilité, sans cesser de s'interroger sur le motif de sa visite. Il s'interrompit enfin et le silence s'établit. La jeune femme serrait et desserrait les doigts sur les accoudoirs de son fauteuil. Elle humecta ses lèvres sèches avant de se résoudre à parler. « Sir Édouard, j'ai besoin de votre aide, » dit-elle soudain. « Oui, » répondit-il machinalement. « Vous m'avez dit que vous feriez n'importe quoi pour moi, » continua-t-elle d'un ton vibrant. En effet, il avait dit cela. On fait ce genre de déclaration au moment des adieux. Il se souvenait de sa propre voix, de la façon dont il avait porté les mains de la jeune fille à ses lèvres. « Si jamais je puis faire quelque chose pour vous, je le ferai. Ne l'oubliez pas. » Oui, on dit cela, mais il est très rare qu'on ait à tenir sa parole, et surtout après tant d'années. Combien? 9 ou 10 ans. Il lui lança un rapide coup d'œil. Elle était restée très jolie, mais avait perdu son charme essentiel, à ses yeux du moins. Cette fragile pureté de l'extrême jeunesse. Un autre, moins âgé que Sir Édouard, aurait sans doute jugé son visage plus intéressant à présent. Mais l'avocat ne retrouvait plus cette vague de chaude émotion qu'il avait ressentie à la fin de leur voyage transatlantique. Il se mit aussitôt sur la défensive. « Mais certainement, jeune dame, » dit-il d'un ton un peu sec. « Je serais ravi de vous rendre service, mais je doute d'être pour vous d'un grand secours maintenant. » Elle ne parut pas remarquer son manque d'enthousiasme. Elle était de ces êtres qui ne suivent qu'une idée à la fois. Elle avait besoin de l'aide de Sir Édouard, et il ne la lui refuserait pas. « Nous avons de très graves ennuis. »« Nous? Vous êtes mariés? »« Non, par nous j'entends mon frère et moi. William et Emily aussi, bien sûr, mais je dois m'expliquer. J'avais une tante, Miss Crabtree. Peut-être avez-vous lu les journaux. Cela était affreux. On l'a assassinée. »« Ah !» Une lueur d'intérêt passa dans les yeux de l'avocat. « Il y a un mois de cela, n'est-ce pas? »« Un peu moins, 3 semaines. »« Oui, je m'en souviens. On l'a assommée, chez elle. Le coupable n'a pas été retrouvé? »« Non, et je ne crois pas qu'on le retrouve jamais. Il n'y a personne à retrouver. »« Quoi? » ?»« Oui, c'est affreux. Les journaux n'en ont pas parlé, mais la police sait que personne n'est entré dans la maison, ce soir-là. »« Vous voulez dire qu'il doit s'agir de l'un d'entre nous. Mais qui? La police l'ignore. Et nous aussi, nous ne savons pas.
Nous restons à nous observer, à nous épier, à nous demander qui est le coupable. Oh, si ce pouvait être quelqu'un venu de l'extérieur. Mais je ne vois pas comment. L'intérêt de l'avocat était tout à fait éveillé à présent. On suspecte les membres de la famille? Oui, les policiers ne l'ont pas dit formellement, ils se sont montrés très polis, mais ils ont fouillé la maison de fond en comble. Nous ont tous interrogés, tous, même Martha, la vieille bonne. Ils vont agir, et j'ai peur, tellement peur. Calmez-vous, cher enfant, je suis sûr que vous exagérez. Non, c'est l'un d'entre nous, ce ne peut pas être autrement. Quelles sont les personnes dont vous m'avez parlé? Magdalene se redressa. Il y a moi-même et Mathieu, dit-elle d'un ton plus calme. Tante Lily était la sœur de ma grand-mère. Nous vivions chez elle depuis nos 14 ans. Nous sommes jumeaux. Il y a aussi William Crabtree, le fils de son frère, notre cousin. Il habite la maison avec sa femme, Emily. Elle subvenait à leurs besoins? Plus ou moins. Il a quelques ressources personnelles, mais de santé fragile. Il lui faut rester chez lui. C'est un homme tranquille, un peu rêveur. Je suis sûr qu'il est incapable d'avoir tué. Oh, rien que d'y penser. Je ne comprends toujours pas. Peut-être vaut-il mieux que vous m'exposiez les faits, si cela ne vous bouleverse pas trop. Vous avez raison. Je vais m'efforcer d'être clair. C'est affreux. Nous avions pris le thé, et nous nous étions séparés pour vaquer à nos occupations personnelles. Je m'étais mise à coudre. Matthew tapait un article, il fait du journalisme. William s'occupait de ses timbres. Emily n'était pas descendue avec nous. Elle avait pris des cachets, elle avait la migraine, et s'était allongée sur son lit. Et à l'heure du dîner, à 7h30, Martha a trouvé tante Lily morte. Sa tête, oh c'était horrible, une bouillie sanglante. A-t-on retrouvé l'arme? Oui, un lourd presse-papier qui était toujours sur une table à côté de la porte. Pas d'empreinte, on l'avait essuyé. Votre première impression? Nous avons pensé à un cambrioleur. Les tiroirs du bureau étaient ouverts et bouleversés. Nous avons appelé la police. La mort remontait à plus d'1 heure. Martha, interrogée, a assuré que personne n'était entré dans la maison. Toutes les fenêtres étaient fermées et ne montraient aucun signe d'effraction. Alors on a commencé à nous poser des questions. La jeune fille s'interrompit, le souffle court. Ses yeux affolés, implorants, cherchaient le regard de Sir Édouard. Qui bénéficie de la mort de votre tante? C'est simple, nous tous. Elle a divisé sa fortune en 4 parts égales. Quel en est le montant? 80 000 livres, déduction faite des droits de succession, d'après ce que nous a dit le notaire. Sir Édouard ne put cacher sa surprise. Un joli déni. Vous connaissiez l'étendue de la fortune de votre tante? Magdalene secoua la tête. Non, nous avons tous été surpris. Tante Lily faisait toujours très attention à son argent. Elle n'avait qu'une domestique, et parlait sans cesse d'économie. Vous m'aiderez, dites, je vous en prie. Ce ton de prière l'indisposait au moment précis où il commençait à prendre intérêt à cette histoire. Ma chère petite, comment le pourrais-je? Si vous désirez un conseiller légal, je vous l'indiquerai. Elle l'interrompit. Non, c'est votre aide personnelle que je veux, comme amie. C'est fort aimable de votre part, mais... Venez à la maison, posez des questions. Voyez, jugez par vous-même. Il le faut. Mais ma chère petite, souvenez-vous de votre promesse, n'importe quand, où que ce soit, si jamais vous aviez besoin d'un appui. Cette belle confiance un peu naïve le touchait. L'émouvait, lui faisait honte aussi. Elle était absolument sincère, elle s'était attachée à cette promesse en l'air, vieille de 10 ans. Et elle en avait fait un lien sacré. Combien d'hommes avaient parlé comme lui, employé les mêmes mots? Un cliché presque, et combien les avaient oubliés? Bien des gens, dit-il mollement, seraient plus aptes que moi. Bien sûr, j'ai énormément d'amis, répondit-elle avec une assurance naïve. Mais ils n'ont pas votre intelligence, votre perspicacité. Vous avez l'habitude de poser des questions. Vous avez une grande expérience. Vous saurez tout de suite. Quoi donc? S'ils sont innocents ou coupables, il ne peut retenir un sourire. En effet, il pouvait se flatter d'avoir du flair. Parfois, cependant, son opinion avait différé de celle du jury. D'un geste nerveux, Magdalene repoussa son chapeau et regarda autour d'elle. Comme c'est tranquille ici. Ne désirez-vous pas entendre du bruit de temps à autre?
L'impasse. Sans le savoir, elle venait de toucher son point faible. Une impasse. Oui, mais il y a toujours une issue. Le chemin par lequel vous êtes arrivé. Celui qui ramène au monde extérieur. Un sentiment impétueux, juvénile, l'envahissait. La confiance de cette jeune fille le touchait. Et le problème posé réveillait le criminaliste impénitent. Il souhaita connaître ces gens, cette famille. Il voulait s'en faire une idée personnelle. « Si vous croyez que je puisse vous aider, dit-il, mais je ne garantis rien. » Il s'attendait à une explosion de joie. Elle réagit avec beaucoup de calme. « Je savais que vous accepteriez. J'ai toujours pensé à vous comme à un ami sincère. Voulez-vous m'accompagner maintenant? » Non, il est préférable que je vous fasse une visite demain. Voulez-vous me laisser le nom du notaire de Miss Crabtree? J'aurai quelques questions à lui poser. Elle traça quelques mots sur une feuille de papier qu'elle lui tendit. Puis elle se leva. Je vous suis très reconnaissante, dit-elle, presque timide. Au revoir. Et votre adresse? Où ai-je la tête? 18 Palatine Walk, Chelsea. Il était 3 heures lorsque Sir Edward Palliser approcha d'un pas mesuré le 18 Palatine Walk le lendemain. Il possédait déjà quelques renseignements, ayant vu dans la matinée un vieil ami, sous-directeur à Scotland Yard, puis le notaire de feu Miss Crabtree. Il sut alors que la victime avait eu des habitudes assez spéciales en ce qui concernait l'emploi de son argent. Jamais elle n'utilisait de carnet de chèques. Elle écrivait à son homme d'affaires, le priant de mettre à sa disposition une certaine somme, en billets de 5 livres, presque toujours la même, 300 livres 4 fois par an. Elle venait la chercher elle-même, en fiacre, seul moyen de transport qu'elle jugea sans danger. Autrement, elle ne sortait jamais de chez elle. À Scotland Yard, Sir Edward apprit que cette question avait été étudiée avec soin. La date à laquelle Miss Crabtree aurait dû recevoir son versement habituel était proche. Les 300 dernières livres semblaient avoir été dépensées, ou peu s'en fallait. Mais il était difficile de l'affirmer. Les dépenses de la maison étaient loin d'atteindre cette somme. D'autre part, la vieille demoiselle envoyait assez souvent des billets de 5 livres à des amis ou des parents dans le besoin. Mais on n'avait pas retrouvé d'argent dans la maison. Ce détail intriguait l'avocat qui arriva enfin à Palatine Walk. Une vieille femme à l'œil vif, de petite taille, lui ouvrit la porte et le fit entrer dans une grande pièce, à gauche du couloir d'entrée. Magdalene parut presque aussitôt. Elle semblait nerveuse. « Vous m'avez demandé d'enquêter et me voici, » dit Sir Edward en souriant. « Avant toute chose, je désirerais savoir qui a vu votre tante en dernier lieu et à quelle heure. » Il était 5 heures. C'est Martha qui l'a vue la dernière. Elle lui avait présenté ses comptes et rendu la monnaie. « Vous faites confiance à Martha? »« Absolument. Elle est avec tante Lily depuis, 30 ans. Elle est franche comme l'or. » Sir Edward hocha la tête. « Une autre question. Pourquoi votre cousine, Madame Crabtree, a-t-elle pris des cachets? » Elle avait mal à la tête. Ce malaise, pouvait-on l'attribuer à une cause particulière connue? Oui, il y avait eu une violente discussion au cours du déjeuner. Émilie est très nerveuse. Elle se querellait souvent avec tante Lily. Et ce jour-là, à table... Oui, tante Lily cherchait la petite bête. Tout est parti de rien. Et ensuite, elles se sont déchaînées. Émilie a parlé sans réfléchir. Elle a dit qu'elle quitterait la maison sans espoir de retour. Crié qu'on lui reprochait la moindre bouchée. Enfin, des stupidités. Tante Lily a répondu sur le même ton. Plus vite son mari et elle feraient leur paquet, mieux cela serait. Mais tout cela ne signifiait rien. Parce que monsieur et madame Crabtree ne pouvaient pas se permettre de partir. Et aussi parce que William aimait beaucoup notre tante. Il y a eu autre chose aussi, je crois. Magdalene rougit. Vous voulez parler de cette discussion concernant mon intention de devenir mannequin? Ce projet déplaisait à votre tante? Beaucoup. Pourquoi voulez-vous être mannequin? Ce genre de vie vous séduit-il vraiment? Tout valait mieux que de continuer à vivre ici. Mais à présent, vous allez être en possession d'une jolie fortune. Oui, tout est changé maintenant, admit-elle avec la plus grande simplicité. Il sourit et n'insista pas. Et votre frère s'est-il querellé avec quelqu'un lui aussi? Matthew? Oh non. Il n'avait aucun motif pour souhaiter la disparition de votre tante? Un nuage passa sur le visage de la jeune fille. N'avait-il pas de dette? Demanda-t-il d'un ton indifférent. Oui, pauvre cher Matthew. Pour lui aussi, la question est réglée maintenant.
Oui, c'est un soulagement, fit-elle en soupirant. Elle ne comprenait toujours pas. Il s'empressa de changer de sujet. Vos cousins et votre frère sont-ils ici? Oui, je les ai prévenus de votre visite. Ils sont prêts à vous aider. Oh, je le sens. Vous allez trouver que tout est bien, que le coupable n'est pas parmi nous. Je ne puis faire de miracle. Je trouverai peut-être la vérité, mais celle-ci ne sera peut-être pas celle que vous souhaitez. Je le sens. Vous pouvez tout. N'importe quoi. Elle quitta la pièce, le laissant un peu désemparé. Que voulait-elle dire? Désirait-elle le voir préparer une ligne de défense? Pour qui sauver? L'arrivée d'un homme d'une cinquantaine d'années mit fin à ses méditations. Il était solidement bâti mais un peu voûté. Ses vêtements étaient froissés et ses cheveux emmêlés. Il semblait de caractère aimable mais indécis. « Bonjour, maître. C'est fort aimable à vous de vouloir nous aider. À mon avis, on ne trouvera rien. On ne démasquera jamais l'assassin. D'après vous, il s'agit d'un cambrioleur venu de l'extérieur? C'est évident. Ce n'est personne de la famille. Oh, ces bandits sont astucieux. Ils grimpent comme des chats, entrent et sortent comme ils veulent. Où étiez-vous lors du meurtre? Je m'occupais de mes timbres, dans mon petit bureau, en haut. Vous n'avez rien entendu? Non, d'ailleurs, quand je travaille, je n'entends rien. C'est stupide, je le sais, mais c'est ainsi. Votre bureau se trouve au-dessus de cette pièce? Non, sur l'arrière de la maison. La porte s'ouvrit, livrant passage à une petite femme aux cheveux clairs. Ses mains se crispaient nerveusement. Elle semblait très agitée. « William, pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Je te l'avais demandé. »« Je suis désolé, j'ai oublié. Sir Édouard Palliser, ma femme. »« Mes hommages, madame. Ma présence ne vous importune pas, je l'espère. Je sais à quel point vous désirez tous voir la situation s'éclaircir. »« Évidemment. Mais je ne puis rien vous dire, n'est-ce pas, William? J'étais couché, je dormais. J'ai été réveillé par les cris de Martha. Elle se tordait toujours les mains. Où se trouve votre chambre, madame? Au-dessus de cette pièce, mais je n'ai rien entendu. Comment l'aurais-je pu? Je dormais. Il n'en tira rien de plus. Elle ne savait rien. Elle n'avait rien entendu. Elle dormait. Elle se répétait avec un entêtement terrifié. Sans doute disait-elle la vérité. Sir Édouard demanda ensuite à voir Martha. William Crabtree s'offrit à le conduire à la cuisine. Ils se heurtèrent presque dans le hall à un grand garçon brun qui s'apprêtait à sortir. « Monsieur Matthew Vaughan ?»« Oui, vous voudrez bien m'excuser, je suis pressé. J'ai un rendez-vous. »« Matthew !» s'écria sa sœur dans l'escalier. « Matthew, tu m'avais promis. »« Je sais, mais je ne peux pas. J'ai quelqu'un à voir. D'ailleurs, à quoi bon se répéter? La police nous a harcelés, sans pitié. J'en ai plein le dos. » Et Matthew sortit en claquant la porte. Martha repassait du linge dans la cuisine. Elle s'arrêta à le faire à la main. Sir Édouard referma la porte derrière lui. « Miss Vaughan m'a demandé de l'aider, dit-il. Puis-je vous poser quelques questions? » Elle le regarda un instant, puis secoua la tête. « Je sais ce que vous pensez, monsieur, dit-elle. Mais ils n'ont rien fait. Vous ne pourriez pas trouver gens plus aimables. »« Je n'en doute pas, mais cela ne suffit pas à les innocenter. »« Non, bien sûr, monsieur. La loi est une drôle de chose. Mais le fait est là. Aucun d'entre eux n'aurait pu faire ça, sans que je le sache. Mais enfin, je sais ce que je dis, monsieur. Tenez, écoutez. » Au-dessus de leur tête, un pas faisait craquer le parquet. « L'escalier, monsieur. Chaque fois qu'on monte ou on descend, les marches craquent. Les plus grandes précautions n'y changent rien. Madame Crabtree était dans son lit. Monsieur Crabtree s'occupait de ses timbres. Miss Magdalen cousait à la machine. Si l'un des trois était descendu, je l'aurais entendu. Non, ils n'ont rien fait. » Son assurance impressionnait l'avocat. « Un bon témoin à décharge, pensa-t-il. Vous auriez pu ne pas y prêter attention. »« Non, j'aurais entendu sans même m'en rendre compte. » Sir Édouard changea ses batteries. « Nous avons parlé de 3 personnes. Et la 4e. Monsieur Matthew était en haut, lui aussi. Non, à côté, dans le petit bureau. Il tapait à la machine. On entend très bien d'ici. Il ne s'est pas arrêté une minute, monsieur. J'en jurerai. C'était même assez énervant. » Sir Édouard marqua un temps avant de poursuivre. « C'est vous qui avez trouvé votre maîtresse, n'est-ce pas? »« Oui, monsieur. Elle avait du sang plein ses pauvres cheveux. Vous êtes certaine que personne n'est entré dans la maison? »
Comment l'aurait-on fait sans que je le sache? La sonnette donne ici, et il n'y a qu'une porte. Il la regarda droit dans les yeux. Vous étiez très attaché à Miss Crabtree. Ses yeux s'éclairèrent d'une tendresse qui n'était pas feinte. Oh oui, monsieur, Miss Crabtree. Enfin, je puis le dire à présent. J'ai eu des ennuis quand j'étais jeune, monsieur. Miss Crabtree ne m'a pas abandonné. Elle m'a reprise à son service, après. Je me serais fait couper en morceaux pour elle. Sir Edward savait reconnaître l'accent de la vérité. Martha était sincère. Donc personne n'est entré. On n'aurait pas pu. Et si Miss Crabtree avait attendu quelqu'un? Qu'elle ait ouvert elle-même la porte. Oh! Martha parut totalement désarçonnée. C'est possible, n'est-ce pas? Insista Sir Edward. Oui, mais c'est peu vraisemblable. Elle ne pouvait nier, mais elle était tentée de le faire. Pourquoi? Elle savait quelque chose. 4 personnes dans la maison, 4 suspects. Martha cherchait-elle à protéger le coupable? L'escalier avait-il craqué? Quelqu'un était-il descendu et Martha le connaissait-elle? Pourtant, elle était foncièrement honnête. L'avocat l'eût juré. Miss Crabtree peut l'avoir fait, répéta-t-il sans la quitter des yeux. La fenêtre de son salon donne sur la rue. Elle peut avoir vu celui ou celle qu'elle attendait, l'avoir fait entrer chez elle. Elle peut même avoir désiré que personne ne le sache. Martha paraissait troublée. Oui, monsieur, vous avez peut-être raison, admit-elle enfin à contre-cœur. Je n'y ai pas pensé. Oui, elle attendait sans doute quelqu'un, ça se peut. Cette idée paraissait lui plaire. Vous avez été la dernière personne à la voir vivante, je crois. Oui, j'ai desservi la table à thé, et je suis allé lui présenter mon livre de comptes, et lui rendre la monnaie qui me restait. Elle vous avait confié un billet de 5 livres? Un billet de 5 livres? Répéta Martha choquée. Jamais je ne dépense autant. Je fais très attention. Où mettait-elle son argent? Je ne sais pas. Je crois qu'elle le portait avec elle, dans son sac de velours noir. Elle le mettait peut-être aussi sous clé, dans un des tiroirs de sa chambre. Elle aimait bien tout fermer, mais elle égarait souvent son trousseau. Sir Edward hocha la tête. Vous ne savez pas quelle somme elle possédait, en billets de 5 livres, je veux dire. Non, monsieur. Et elle ne vous a rien dit permettant de supposer qu'elle attendait une visite? Non, monsieur. Vous en êtes sûr? Que vous a-t-elle dit, mot à mot? Martha réfléchit. Eh bien, elle m'a dit que le boucher était un voleur et un fripon, que j'avais usé un quart de thé en trop, que madame Crabtree était ridicule de ne pas aimer la margarine, et que la pièce de 6 pence que je lui avais rendue ne lui plaisait pas. Une des nouvelles avec des feuilles de chêne. Elle la croyait fausse, et j'ai eu beaucoup de mal à la convaincre du contraire. Elle a dit aussi que le poissonnier avait livré du haddock à la place du merlan, et qu'il fallait le lui dire. Protester. Je l'avais déjà fait, et puis... Vraiment, je crois que c'est tout. Le récit de Martha donnait une idée de la morte plus clairement que la meilleure des descriptions. Votre maîtresse était exigeante à ce que je vois. Assez difficile à satisfaire, dit l'avocat d'un ton neutre. Elle était un peu regardante, mais, la pauvre, elle ne sortait pour ainsi dire jamais. Elle s'amusait comme elle le pouvait. Elle était tatillon, mais elle avait un cœur d'or. Elle n'aurait jamais renvoyé un mendiant sans lui avoir donné quelques sous. Elle faisait peut-être des embarras, mais, pour être charitable, elle l'était. Elle laisse au moins une personne pour la regretter. Vous voulez dire que... Mais ils l'aimaient tous beaucoup, au fond. Ils se crêpaient le chignon, chacun à leur tour. Mais cela ne voulait rien dire. Un craquement fit se redresser l'avocat. C'est Miss Magdalen qui descend. Comment le savez-vous? Demanda-t-il brusquement. La vieille femme rougit. Je reconnais son pas, murmura-t-elle. L'avocat sortit vivement de la tête. Martha ne s'était pas trompée. Magdalen arrivait au bas de l'escalier. Elle leva un regard plein d'espoir à son visiteur. « Je n'ai pas fait beaucoup de progrès, » répondit-il à sa question muette. « Votre tante a-t-elle reçu des lettres le jour de sa mort? »« Elles sont toutes ensemble. La police les a étudiées. » Elle le précéda vers le grand salon et sortit d'un tiroir un grand sac en velours noir au fermoir d'argent, à l'ancienne mode. « Voici le sac de tante Lily. Tout ce qu'il contenait le jour du crime s'y trouve. » L'avocat la remercia et retourna le réticule sur la table. De la menue monnaie, 2 nonnettes, 3 coupures de presse,
La complainte du chômeur, mauvais poème grossièrement imprimé sur un chiffon de papier, un vieil almanach, un gros morceau de camphre, 2 paires de lunettes et 3 lettres. L'une d'elles signée d'une cousine, Lucie, l'autre concernait la note de réparation d'une montre, et la troisième provenait d'une institution charitable qui demandait une aide financière. Sir Édouard étudia tout cela avec beaucoup d'attention, puis il le remit dans le sac, qu'il tendit à Magdalene avec un soupir. « Je vous remercie, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à tirer de cette correspondance. » Il remarqua, en se levant, que de la fenêtre on voyait très bien le perron. « Vous partez ?» demanda la jeune fille. « Oui. Mais tout ira bien, n'est-ce pas? Quiconque touche de près ou de loin à la justice se garde bien de prendre aussi vite position, dit l'avocat solennel. Il descendit la rue, perdu dans ses pensées. Il disposait de toutes les données du problème, et ne l'avait pas résolu. Il lui manquait quelque chose, un détail qui permettrait de joindre les pièces du puzzle. Le poids d'une main sur son épaule le fit sursauter. C'était Matthew Vaughn, hors d'haleine. « Je vous dois des excuses, maître. Je me suis conduit grossièrement il y a une demi-heure, mais je n'ai pas bon caractère. C'était pas tant de votre part de vous casser la tête avec cette affaire. Je vous en prie, interrogez-moi, si je puis faire quelque chose. » Brusquement, Sir Édouard se raidit, le regard fixé au-delà du jeune homme, de l'autre côté de la rue. Un peu désarçonné, Matthew répéta. « Si je puis vous aider... » « C'est déjà fait, mon garçon. Il a suffi que vous m'arrêtiez à cet endroit précis, me permettant de porter mon attention sur quelque chose qui, sans vous, m'eût certainement échappé. » Du doigt, il indiquait un petit restaurant, sur le trottoir d'en face. « Les 24 merles ?» demanda Matthew d'une voix changée. « Oui. »« Un drôle de nom, mais on y mange pas mal, paraît-il. »« Je n'en ferai pas l'essai, » dit Sir Édouard. « Mais étant plus loin de ma petite enfance que vous ne l'êtes de la vôtre, mon jeune ami, j'ai meilleur souvenir des chansons de ma nourrice, et je me rappelle la complainte, elle est classique du reste. Une chanson pour 6 pence, une poche pleine de seigles et 24 merles cuits en pâté. Le reste ne nous intéresse pas. » Il fit brusquement demi-tour. « Où allez-vous » demanda le jeune homme étonné. « Je retourne chez vous. » Ils marchèrent en silence. Matthew Vaughn le regardait d'un air étonné. Dans le salon, Sir Édouard ouvrit un tiroir, en sortit un sac de velours noir et regarda Matthew avec insistance. Le jeune homme quitta la pièce, à contre-cœur. Il étala la monnaie sur la table et hocha la tête. Sa mémoire ne l'avait pas trompé. Elle restait intacte. Il se leva et sonna. Martha répondit au coup de sonnette. « Si je me souviens bien, Martha, vous m'avez dit avoir eu une légère altercation avec votre maîtresse, au sujet d'une pièce neuve de 6 pence. »« Oui, monsieur. » »« Eh bien, si curieux que cela puisse paraître, il n'y a pas de pièce neuve dans ce sac. » La domestique le regarda, stupéfaite. « Comprenez-vous ? Quelqu'un est venu dans cette maison le fameux soir. Quelqu'un à qui votre maîtresse a donné 6 pence, et probablement en échange de ceci. » D'un geste vif, il étendit la main, montrant la complainte du chômeur. Un regard au visage de la vieille femme lui suffit. « Vous avez perdu la partie, Martha. Parlez, cela vaudra mieux. » Elle se laissa tomber sur une chaise, les joues ruisselantes de larmes. « C'est vrai. La sonnette a tinté un petit coup. Je n'en étais pas sûre. J'ai pensé qu'il fallait aller voir. J'ai ouvert la porte au moment où il l'a sommé. Sur la table, il y avait la liasse de billets de 5 livres. C'est leur vue qui l'a fait réagir. C'est elle qui lui a ouvert et il la croyait seule dans la maison. Je n'ai pas pu crier. J'étais paralysée. Quand il s'est retourné, je l'ai reconnu. Mon fils, mon petit garçon. Il a toujours été de la mauvaise graine. Je lui ai donné tout l'argent que je pouvais. Il a déjà fait de la prison 2 fois. Il avait dû venir pour me voir. Miss Crabtree, voyant que je ne répondais pas à la sonnette, a été ouvrir elle-même. Il a été pris de court et a dû sortir un de ses imprimés. N'écoutant que son bon cœur, Miss l'a fait entrer pour lui donner 6 pence. La liasse de billets était restée sur la table, là où elle se trouvait quand j'avais rendu mes comptes. Le diable s'est emparé de mon ben. Il a assommé Miss Crabtree. Et ensuite, que pouvais-je faire, monsieur?
La chair de ma chair. Son père était un bon à rien. Il lui ressemble. Mais c'est mon fils. Je l'ai mis dehors et je suis retourné dans ma cuisine. Et j'ai préparé le dîner comme d'habitude. J'ai essayé de ne pas vous mentir, monsieur. Sir Édouard se leva. Ma pauvre femme, dit-il d'un ton plus doux, j'en suis désolé pour vous, mais la justice suivra son cours. Il a quitté le pays, monsieur. Je ne sais pas où il se trouve. Peut-être échappera-t-il à la potence, mais n'y comptez pas. Envoyez-moi Miss Magdalen. Vous êtes merveilleux, s'écria la jeune fille lorsque l'avocat eut terminé son récit. Vous nous avez sauvés. Comment vous remercier? Sir Édouard sourit et lui tapota la main. Il se sentait vraiment un grand homme. Ah, cette petite Magdalen du Chillyrick et la fraîcheur de ses 17 ans. La prochaine fois quand vous aurez besoin d'un ami, j'irai vous trouver. Non, non, s'écria-t-il sincèrement alarmé. Vous vous en abstiendrez soigneusement. Vous irez consulter plus jeune que moi. Échappant aux adieux émus de la famille, il se laissa tomber sur la banquette d'un taxi et poussa un soupir de soulagement. Le charme d'une adolescente lui-même ne pouvait se comparer à une belle bibliothèque de criminalistique. Le taxi s'arrêta au Close Queen Anne, sa chère impasse, son refuge contre la rumeur d'un monde agité. Fin.